Bonjour à tous. Donc, je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Donc, on va avoir la difficile mission d'explorer les grandes tendances du big data dans les différents marchés, les secteurs, les technologies. Donc, pour cette table ronde, on a le plaisir d'accueillir Véronique Lacour, directrice des programmes de Safran Analytics, Matteo Pacca, directeur associé chez McKinsey dans la practice technologie, Didier Crinck, directeur de IDC, donc un institut d'analystes, et enfin Nicolas Gaude du Data Lab de Bouygues Telecom. Alors la première question que je voulais vous poser, c'était à Nicolas, puisque les opérateurs télécoms ont été les premiers historiquement à déployer du big data chez eux. Je voulais savoir quels sont les usages que vous avez trouvés depuis quelques années et comment vous envisagez la valorisation de vos données. Alors, effectivement, les télécoms sont naturellement... Pour les télécoms, il n'y a pas vraiment de transformation digitale, puisque nativement, on a été obligé de digitaliser l'ensemble de nos informations. Ça veut dire que le volume de données qu'on doit diffuser sur nos réseaux à destination des abonnés ou en provenance des abonnés, en fait, doit être à un moment statistiquement mesuré. Et on a construit des grands dépôts de données en fait, qui n'avaient que ces éléments statistiques. Donc une des premières étapes, ça a été il y a 3-4 ans, de capturer en fait, ces flux en streaming pour en récupérer une information non statistique pour pouvoir faire des analyses ultérieures. Les premiers métiers intéressés ont d'abord été la qualité d'expérience ou la qualité d'expérience réseau pour permettre en fait, de mieux administrer le réseau de nos abonnés. Ensuite, naturellement, on est venu enrichir disons le profiling des clients pour mieux répondre aux attentes de nos clients. Et tout dernièrement, une des grosses tendances, c'est de faire le croisement des données techniques, des données CRM, de données open data qu'on va pouvoir trouver sur Internet, et d'essayer de valoriser cette donnée, mais cette fois non plus à des usages internes, mais à des usages externes. Donc une des grosses activités du lab que je dirige actuellement, c'est vraiment d'essayer de créer ce segment de marché qui est de la monétisation des données pour pouvoir alimenter un marché B2B. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui vont être des sociétés de tourisme, des sociétés de transport et des sociétés de retail qui vont avoir besoin d'une lecture du territoire. Non pas d'une lecture de nos abonnés, puisqu'on a, en aucune façon on veut pouvoir adresser nos abonnés au travers d'un marché B2B. Ce qu'on veut vraiment, c'est plutôt donner une lecture de l'utilisation du territoire par les gens finalement. Donc typiquement une société de transport, donc une société de transport ferroviaire actuellement, se lance dans un grand projet d'open data et a besoin de données de traces mobiles opérateurs pour pouvoir avoir une bonne lecture des flux qui vont être véhiculés sur des voies ferrées ou sur des voies autoroutières pour mieux pouvoir construire en fait l'aménagement du territoire. Et ça, je trouve que c'est une tendance qui est assez profonde en fait dans l'industrie. L'industrie a montré que ces données, quand elles étaient suffisamment volumétriques, pouvaient servir à optimiser ces processus industriels. Et dans une deuxième étape, naturellement, on va vouloir croiser en fait, ces données de façon anonyme ou agrégée ou statistiquement anonymisée et les croiser avec d'autres business pour essayer de créer des nouveaux segments de valeur. Donc c'est vraiment une tendance assez forte. D'abord pour nos propres usages, on montre que ça marche et après on se tourne vers l'extérieur. D'accord. Alors, un autre cas d'usage important, c'est que vous avez remarqué sur le salon, il y a beaucoup de sociétés technologiques et puis il y a Safran. Safran qui est un industriel, un professionnel de l'aéronautique. Et aujourd'hui, Safran s'est engagé assez fortement dans une dimension analytics avec la création de Safran Analytics. Et du coup, je voulais vous demander à vous, Safran, pourquoi ce programme a été placé en haut de la stratégie de l'entreprise et quelles sont vos ambitions pour Safran Analytics ? Alors, avant de vous parler précisément de Safran Analytics, je vais vous dire 2 mots sur Safran parce que je me suis rendu compte ce matin que tout le monde ne connaissait pas forcément très bien. Donc Safran, c'est un grand groupe international de haute technologie qui est un équipementier de premier rang dans des domaines de l'aéronautique, de la défense, de la sécurité et de l'espace. Et ce groupe emploie quand même 70 000 personnes dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir sur Safran, c'est que l'innovation est au cœur de la stratégie. Safran s'est d'ailleurs classé dernièrement dans le top 100 des entreprises innovantes. Et l'innovation fait complètement partie de la recherche de compétitivité de Safran. Et c'est dans ce contexte-là que Safran a décidé de créer Safran Analytics. C'est parce que Safran est convaincu de la valeur des données et de la valeur que peut porter le traitement de ces données
qu'il a choisi de créer une entité dédiée à l'analytics pour aider l'ensemble des business du groupe à traiter leurs données et à trouver de la valeur dans ces données. Alors, évidemment, quand on pense données, on pense peut-être pas spontanément à Safran, mais c'est un tort parce que si vous regardez les produits que nous faisons, tous ces produits traitent de la donnée. Soit ils l'utilisent, soit ils en génèrent. Un moteur d'avion va générer énormément de données au cours d'un vol. Lorsque l'on produit dans les actions de manufacturing, on va là aussi avoir des données qui sont assez volumineuses, qui vont nous permettre de travailler à la qualité de nos produits. Donc voilà, Safran Analytics aujourd'hui, c'est une entité de 20 personnes. Elle est encore très jeune puisqu'elle a été créée juste cette année. Et c'est une entité qui a une forte ambition puisque nous espérons être 60 en fin d'année prochaine et puis aller jusqu'à, pourquoi pas, 200 personnes dans les années qui viennent pour pouvoir être au service des métiers du groupe. Safran Analytics n'est pas une business unit. Nous n'avons pas comme ambition de faire du business à l'extérieur de Safran. Le champ d'application déjà à l'intérieur des métiers de Safran est très très vaste et nous sommes en train de rechercher justement les use cases et la valeur que nous allons pouvoir apporter à l'ensemble des business qui ont un appétit très fort pour nos actions et pour l'analytics. Alors, vu du côté de l'analyste, donc on a vu 2 entreprises qui sont résolument engagées dans le big data. Qu'est-ce que vous, chez IDC, vous identifiez comme grande tendance, comme secteur d'activité qui investit aujourd'hui le big data? Et comment vous évaluez le potentiel de données inexploitées? Parce qu'on entend souvent dire il y a beaucoup de données, on ne sait pas comment les exploiter. Comment vous mesurez ça pour estimer un peu le potentiel du big data dans l'entreprise? Alors, d'abord, effectivement, le big data, c'est un marché qui est en pleine explosion. On pense qu'en France, il est estimé à un petit peu moins de 300 millions d'euros l'année dernière, et on se dit que d'ici 2018, il va doubler. Donc, vous voyez qu'on est en très très forte croissance. Alors, il y a des maturités différentes. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont impactés, le commerce, le transport, les télécoms, on l'a vu, les services financiers, la distribution. Alors, la santé, évidemment, la santé, quand on peut analyser de grands nombres de données de santé, on peut effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec Bernard, en tirer un certain nombre d'enseignements concernant les soins qu'on peut y apporter, mais dans le transport, dans les services financiers pour lutter contre la fraude, dans l'industrie pour notamment faire de la maintenance prédictive auprès d'un certain nombre de machines. Donc il y a les secteurs d'activité et les applications sont assez nombreuses et on a vu un certain nombre d'idées émerger un peu partout dans tous ces secteurs d'activité et on a vu beaucoup de projets initiés par les directions métiers, indépendamment d'ailleurs de l'informatique, souvent, enfin pas toujours, mais souvent. Et ce sont ces projets qui étaient ce qu'on appelle en anglais des POC, Proof of Concept, qui ont émergé un petit peu partout. Et les POC, je dirais, ont commencé à faire bouger un peu le marché. Alors, nous, on fait une différence, je dirais, dans les conversations qu'on peut avoir avec les utilisateurs. On fait une différence entre la donnée et l'information, parce que la donnée, elle est là, elle existe, on la collecte, effectivement, et elle est là. Maintenant, elle devient information que quand on peut en faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que si derrière, il y a une application qui permet de la traiter et d'en tirer des conclusions pour en tirer de la valeur, quoi. Et là, je dirais qu'on estime qu'il y a seulement 30% des données, alors tous secteurs confondus, alors on a des pourcentages différents suivant les secteurs d'activité, mais il y a seulement 30% des données de l'entreprise qui sont effectivement utilisées pour être exploitées, quoi, je dirais. Et dans ces 30%, il y a 88% de ces 30% qui sont ce qu'on appelle de la donnée structurée, c'est-à-dire qu'ils peuvent être rangés dans des cases, dans des bases de données. Alors, qu'est-ce que c'est que la donnée non structurée? Ça peut être par exemple des données numériques du type les photos, les vidéos, des données de type messagerie, les messages qui s'échangent entre les gens, des données qui figurent dans les réseaux sociaux, maintenant ce que les gens pensent de vous sur Twitter ou ce qu'ils disent dans Facebook, etc. Enfin, ou des conversations téléphoniques dans un centre d'appel ou des conversations téléphoniques entre les gens. Ces données-là, qui sont des données non structurées, je dirais que certaines d'entre elles deviennent semi-structurées parce qu'en fait,
on s'attache à y adjoindre des mots-clés et ce qu'on appelle des métadonnées. Et alors à ce moment-là, grâce aux mots-clés, on arrive à les ranger aussi quelque part. Mais je dirais, il y a seulement, dans les 30%, il y a seulement 4% de ces 30% qui sont vraiment des données structurées qu'on arrive à ranger. Et c'est là qu'est le potentiel de croissance, je dirais, pour le big data, les données structurées et toutes ces collectes de données en temps réel qui vont venir avec les objets connectés, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Voilà, en quelques mots. Alors maintenant, je vais me retourner vers Matteo Paccara. Donc, vous qui avez, en cabinet de conseil en stratégie, un petit peu, on va dire, l'oreille des directions générales, on voit que le financement d'un data lab, c'est un investissement lourd qui nécessite des recrutements de gens expérimentés. Comment vous travaillez auprès des directions générales pour les convaincre de consentir de tels investissements, alors que le retour sur investissement n'est pas forcément immédiat? C'est une bonne question. Je pense, je me permets comment dirais-je, un vol en arrière sur l'historique. Alors, 2011, nous, on avait sorti les rapports Big Data qui est maintenant public. Donc 2011. 2012, je prenais des notes tout à l'heure. 2012, c'était ma première intervention à un salon, je pense qu'il existe encore, ça s'appelait Big Data Paris, donc dans lequel il y a un peu d'intervenants de tout type. Et je me rappelle que la question d'entrée, c'était est-ce que la technologie Big Data est prête pour ainsi faire? 2013, j'avais fait une deuxième intervention et c'était plutôt l'économie. Donc, alors que la technologie était prête, mon point était plus de dire ok, les amis, super, mais rassurons-nous, assurons-nous d'en sortir un peu de la valeur économique de ce qu'on fait. Tout ça pour dire, la réflexion, je pense que ça a commencé, ça fait un certain nombre d'années. Aujourd'hui, au moins nous, on n'a plus le besoin de convaincre quiconque. Donc je pense que c'est à niveau direction générale. Je pense qu'il n'y a pas un COMEX. Après, j'entends les amis des Bouygues Télécom plutôt que Safran. Je me rappelle, à l'édition 2013, j'étais assis avec un de vos collègues qui parlait justement des premières expérimentations de Bouygues Télécom dans ces domaines. Aujourd'hui, si on prend les premières 150 entreprises de France, aucune n'ignore l'intérêt de ces sujets. Donc je pense que ça, c'est derrière les débats. Après, là où c'est un peu compliqué, c'est que autant sur les POC, comme on a entendu parler tout à l'heure, je pense que les POC réussissent désormais. Je pense qu'il y a une certaine stabilité. Alors nous, on avait estimé en 2011 qu'en France, en 2020 environ, en Europe, il allait manquer entre 1,5 million et 2 millions de personnes compétentes dans ces domaines, tous métiers confondus. Si on parle des techniciens, les statisticiens, les gens qui ont la double compétence, comme Microsoft disait tout à l'heure. Donc je pense qu'on est un peu court en ressources, mais on réussit l'époque. Statistiquement, ce que j'ai vu, c'est plus ou moins les entreprises arrivent à réussir cette étape. Là où c'est compliqué, c'est convaincre les dirigeants, mais ce n'est pas trop nous, c'est aussi l'entreprise elle-même, à faire les sauts d'après. Je pense que c'est là sur lesquels il n'y a pas encore toute la maturité que je vois plus, par exemple, dans les mondes anglophones. Alors, si je peux me permettre, nous, la stratégie qu'on a, je ne sais pas si elle prévaut aussi chez Safran, c'est vraiment d'inviter en fait, les gens du métier au sein du lab, faire le POC avec eux et d'espérer qu'on va pouvoir essaimer la techno, cette fois de façon un peu plus industrialisée. C'est-à-dire qu'en interne, au lab, on va peut-être avoir les coudées un peu plus franches sur les outils, on va pouvoir utiliser du Python, du Spark, ce qu'on veut. Et après, lorsqu'on va venir essayer de le déployer dans le contexte industriel, on va remplacer, on va faire un parallèle run pour montrer qu'en fait, on ne casse pas la prod. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a vraiment délivré la valeur. Parce que le POC, c'est une promesse de valorisation, mais c'est lorsqu'on a réussi à implémenter ne serait-ce que la feature qui nous a permis de gagner 0,1 point de prédiction, qu'on a vraiment le retour sur investissement. Et cet accompagnement, si on n'a pas la volonté d'aller essaimer dans les métiers, c'est pas forcément évident, surtout quand on n'a pas une structuration avec un Chief Data Officer très établi. Donc ça, c'est notre retour d'expérience là-dessus. Pour réaliser l'époque, il faut vraiment emmener les data scientists à l'extérieur du lab, auprès des métiers. Moi, je peux peut-être juste ajouter quelque chose qu'on voit dans nos enquêtes, quand on leur demande c'est quoi vos freins, parce qu'effectivement, on constate, on a fait le même constat que mon ami de McKinsey, que l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui... C'est pas seulement une question d'essaimer des technos, c'est qu'à un moment donné, on se dit, hop là, mais attendez, vous touchez à de la donnée, là, elle appartient à qui cette donnée? Qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire? Enfin, il y a une réflexion préalable à c'est super votre truc, ça marche super bien. Maintenant, si je veux le déployer, qu'est-ce que j'ai vraiment le droit de faire? Qui peut le faire? Comment ça va se gouverner, ce truc-là, etc. Et donc, il y a toute une réflexion préalable qui n'a pas été faite au moment où on a fait le POC parce qu'on voulait juste voir si la techno, elle fonctionnait. Et ça, on peut le faire, etc. Et c'est vrai qu'essaimer une techno, déployer une techno
on sait faire, on l'a fait dans d'autres domaines que le big data, mais il y a toute une problématique sur la donnée, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire, à qui elle appartient, comment elle vit, quelles sont les obligations que j'ai, combien de temps, est-ce que j'ai le droit de la stocker quelque part, et si j'ai le droit de la stocker quelque part, où est-ce que c'est moi qui dois, est-ce que j'ai le droit de la mélanger avec la donnée extérieure, est-ce que j'ai vraiment le droit de la valoriser et d'en faire un business ou pas, comme vous essayez de le faire, etc. Et là, tout d'un coup, on se dit, oulala, on remonte le sujet à la direction générale qui dit, OK, il est urgent d'attendre, quoi. Voilà. Alors, justement, pour répondre à cette question, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on s'assure, avant même de lancer le POC, d'un certain nombre de prérequis. C'est-à-dire qu'on s'assure que les données vont être disponibles, on s'assure qu'on aura le droit de les traiter, on s'assure que le POC aura de la valeur. Et si on n'a pas tous les prérequis, il y en a quelques autres, on ne lance pas le POC. Le fait d'avoir fait des POC, et on a commencé à faire... Mais ce n'est pas le cas de tous les gens qui ont lancé les POC. Ah, non, mais tous les POC qu'on a vu faire, notamment dans le marketing. Dans le marketing, dans le B2C, il y a des tas de gens qui ont fait des POC, et derrière, c'est génial, mais qu'est-ce que je peux en faire maintenant derrière? Je ne sais pas. L'avantage d'être opérateur télécom, c'est qu'on a la CNIL et l'ARCEP, et qu'on a notre licence opérateur qui est en jeu dans ce genre de business. Et donc du coup, c'est vrai que quand on fait des échanges lab to lab avec d'autres sociétés qui vont faire du retargeting et qui rêveraient de pouvoir creuser leurs données CRM avec les nôtres, on est stupéfait de juste leur dire bah non, ça n'existe pas, on ne croise pas la base de données des abonnés Bouygues Télécom avec un marchand en ligne. Et pourtant, ça leur semble un frein au business. Donc il y a quand même une éthique de la donnée qui existe dans les télécoms parce que c'est un sujet, c'est un service public quelque part, et qui n'est pas forcément présent chez d'autres acteurs, notamment des acteurs qui ne sont pas sur le sol français, n'ont pas ce genre de... C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans une dernière table ronde où je participais, on nous a bien expliqué qu'il y a une telle contrainte réglementaire en France, qu'en France, avec la CNIL, l'ARCEP et tous ces trucs-là, on n'aurait jamais pu avoir Facebook ou Google. Je ne sais pas si c'est mal. Mais non, mais c'est... Peut-être deux éléments comme ça pour des réflexions. Un, c'est pour avoir suivi ces sujets depuis un certain temps. Ce qui m'a surpris quand je regarde en arrière où est-ce que l'on est, c'est par exemple, on parlait énormément en 2011-2012 des données non structurées. Je pense que vous venez d'évoquer un peu ces thèmes. Moi, ce que je me suis rendu compte sur les terrains, c'est qu'en fait, les potentiels juste d'utiliser bien les données structurées est gigantesque. Donc, la façon dont les entreprises utilisent déjà ce qu'elles devraient faire, qui n'est pas dingue comme truc. C'est-à-dire, prenons des décisions sur des faits et pas sur des ressentis. C'est à la base. Et après, juste un dernier point, c'est moi ce que je vois compliqué aujourd'hui, c'est que l'époque, pourquoi c'est tellement attractif? Parce qu'en fait, quand vous utilisez des technologies open source, des machines dans les clouds, des gars qui sortent de l'école qui ont des capacités extrêmement pointues par rapport à si on ne serait pas ça 30 ans avant. Vous pouvez faire des trucs qui marchent très bien et qui délivrent quelque chose de très attirant très vite. Mais après, si vous gérez une boîte de 100 000 personnes, pour faire fonctionner ça dans la boîte, les forces musculaires pour changer le reste, est énorme. Donc la partie difficile, moi, je trouve, de l'investissement, c'est pas trop... Parce que la technologie existe, il y a des compétences, ok, il en manque 1 million en Europe ou 2 peut-être, ok, mais on va les trouver quand même si on est prêt à les payer, comme on disait tout à l'heure. C'est juste, comment on ajuste le reste? Comment on ajuste la machine opérationnelle? Là, on a travaillé avec une banque hollandaise, ils nous ont dit, essayons de faire une micro-campagne. Super, donc on fait une segmentation super pointue, et on calcule la micro-campagne, et on demande à un agent dans une agence, perdu dans la campagne hollandaise, d'appeler 20 personnes. Et on voit que ça marche. Génial. Après, il dit, OK, super. Maintenant, nous, on a une banque de 50 000 personnes. Impliquons tout le reste de la banque. Et là, on dit, OK, il faut réfléchir un peu différemment. Je pense que la partie, pour répondre à votre question sur la partie dirigeante, c'est comment on intègre quelque chose que désormais on arrive à faire marcher, même si c'est traditionnel, même si on n'est pas arrivé à intégrer les données en structure et que ça serait super, mais on n'est pas prêt. Comment on l'intègre à la partie vraiment lourde de l'entreprise legacy ou traditionnelle? Je pense que même avant cette question d'intégrer l'époque dans la vraie vie, l'époque ont quand même permis de casser certains mythes. En tout cas, c'est ce qu'on a observé chez Safran, puisque on avait quand même des métiers qui pensaient qu'ils allaient nous donner l'ensemble de leurs data, structurées ou non, et que nous allions mettre ça dans une énorme marmite et leur donner des résultats, leur dire vous avez les mal ici, il va falloir vous soigner.
Et donc on a beaucoup travaillé avec eux pour leur faire exprimer les questions qu'ils se posaient. On voulait bien répondre à des questions, encore fallait-il que la question soit posée. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que l'époque nous ont permis d'appréhender. C'est la façon de faire travailler les métiers sur les sujets sur lesquels ils considéraient qu'ils avaient des données et que ces données avaient de la valeur. Donc c'est vraiment un sujet qui a été extrêmement important. Par rapport à l'interrogation de Mathéo, nous on voit deux volets en fait au big data. Il y a d'abord le stockage et puis après l'analyse des données. Sur le stockage, on a l'impression, enfin moi la vision que j'ai en interne, c'est que la messe est dite et le DSI adore décommissionner des bases de données relationnelles classiques dans de la base de données pseudo-structurée, semi-structurée, parce qu'il a l'expérience de cette donnée et c'est facile d'aller reverser une base de données de, je sais pas moi, 1 teraoctet qui coûtait quelques dizaines de milliers de dollars dans un disque dur qui vous a coûté 100 $. Donc il y a vraiment un facteur d'économie qui est très fort et qui est réalisé, ça personne ne le concède. On a des exemples chez nous de décommissionnement de bases de données, on hésite à les stocker, et là maintenant on ne se pose plus la question, tout est stocké. Après sur la valorisation de la donnée, donc ça va être statistique versus machine learning, statistique égale R, égale je ne prends pas trop de features et j'essaie de faire quelque chose de plutôt explicatif. Et côté machine learning, on est plutôt en mode extrêmement brutal et on va prendre 1 millier, 2 milliers, 3 milliers de features et on va essayer d'aller prédire mieux qu'avant. Par contre, effectivement, le POC va donner des résultats, mais si on ne s'est pas mis tout de suite d'accord avec l'équipe qui, elle, va opérer le vrai business et qui n'est pas capable de prendre 1 millier de features parce que la prod ne le permet pas, bah c'est là qu'il y a la possibilité et souvent les échecs. Donc essaimer le POC, c'est effectivement une grande gageure. Sur le stockage, pas de souci, c'est fait, ça a essaimé. De plus en plus, au sein de Bouygues Telecom, en tout cas, il y a de plus en plus de bases de données Hadoop, donc que ce soit du MongoDB ou du Hive. C'était une autre question que je voulais vous poser. Chez Bouygues, vous avez communiqué sur la construction d'une plateforme open source. Pourquoi vous avez, sur la base d'open source. Sur la base d'open source. Pourquoi vous avez glissé sur l'open source? Et là, une question que je poserai après à l'analyste, c'est on a l'impression, nous, vu du côté de la data science, que ce sont plutôt les open source qui tirent le marché, que les éditeurs. Et les éditeurs courent après, mais avec des modèles un petit peu différents de support. Mais est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y aura un SAP ou un business object dans le big data? Moi, je viens du monde du développement du logiciel embarqué. Je peux vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, donc Linux, on n'en parlait pas, Android, ça n'existait pas, et on avait plein d'operating systems propriétaires qui existaient. À un moment, il y a eu une espèce de flambée d'intérêt pour Linux, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe actuellement dans le big data. Il y avait des solutions existantes, des bases de données verticales, commerciales qui existent. Hadoop est arrivé à changer vraiment la donne parce que ça ne coûte quasiment rien. Mais par contre, ça demande quand même d'avoir des skills en interne et ce n'est pas ouvert à toutes les entreprises. Donc je pense que le marché va se structurer autour d'acteurs. On a vu, donc il y a Microsoft avec Azure ML, il y a Google qui fait ça dans le cloud, il y a Amazon qui propose aussi un peu de machine learning dans le cloud. Je pense qu'il y a vraiment un secteur qui va se développer pour un espèce d'outsourcing de cette IT un peu particulier qui propose des gains, mais par contre qui nécessite quand même de l'investissement technique. C'est-à-dire qu'en gros, soit on prend des data scientists et puis des architectes big data et on peut faire l'économie réelle de Hadoop, soit on les a pas, et dans ce cas, Hadoop, c'est juste un mot et vous ne pourrez pas le réaliser, parce qu'il vous faudra une base de données relationnelle à un moment ou à un autre. En tout cas, nous, on a décidé d'investir quand même pour ce passage à l'échelle, pour l'instant, sur de l'internalisation. Peut-être que dans 10 ans, quand les solutions verticales seront au même niveau, et je ne pense pas que ça soit le cas actuellement, on aura vraiment intérêt à les payer à l'extérieur, plutôt que faire nous-mêmes. Alors, ce qu'on constate, nous, par rapport à ce que disait monsieur, on va complètement dans le sens. C'est-à-dire qu'effectivement, le big data, ça se structure autour de l'open source, au cours de Hadoop. Mais je dirais que chez IDC, on considère que tout ce qui est, toutes ces innovations basées sur ce qu'on appelle la transformation numérique, à la fois des entreprises et de la société, hein, qu'on voit bien, et de l'économie, je dirais, elle se base sur 4 piliers qui sont ce qu'on appelle les SMAC chez nous, pour donner un peu de tendresse dans ce monde de brut. S, c'est social business, c'est les réseaux sociaux. M, c'est la mobilité, le fait qu'on puisse effectivement accéder et travailler avec n'importe quel device, enfin avec son smartphone ou sa tablette ou son PC, donc la mobilité. Le A, c'est comme analytics, on en parle maintenant, et le C, c'est le cloud, c'est-à-dire c'est ce qui permet un petit peu, c'est grâce au cloud qu'on peut faire tout ça. Et dans chacun de ces 4 piliers, on voit que les innovations se structurent autour de l'open source. C'est OpenStack dans le cloud, Hadoop dans le big data, etc. Alors, on s'est posé la question pourquoi, et on a demandé aux gens, etc. En fait, c'est pas très compliqué, c'est parce que les éditeurs
hésitent avant d'investir. Investir dans un logiciel, c'est une décision un peu lourde de conséquence. Alors en France, surtout le marché est très très morcelé, hein. Il y a 4 gros et tous les autres, c'est des toutes petites boîtes qui sont en plus confrontés à un problème qui leur est propre, qui est justement le problème de passer au cloud, donc au software as a service, et donc de passer d'un modèle où on vendait de la licence à un modèle où on vend de l'abonnement, ce qui modifie radicalement. Donc ils sont eux-mêmes confrontés à leur propre transformation. Et d'autre part, si vous voulez investir dans ces piliers, dans tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant actuellement, c'est se dire qu'est-ce qui va vraiment fonctionner dans les 2 ou 3 ans qui viennent, parce que si je me plante, j'aurais investi pour rien sur un truc qui ne va pas se vendre, c'est compliqué, etc. Et donc, ils sont un peu hésitants, etc. Et le temps que ça hésite, comme les besoins existent, etc., on a bien vu avec monsieur chez Bouygues Télécom, les développeurs se structurent autour de briques open source qui font la fondation de ça. Et donc on assiste à une nouvelle forme de business model autour de ces trucs-là, avec des sociétés qui font leur business autour de plaques open source, comme je sais pas, Red Hat autour de Linux, ou enfin des choses comme ça, voilà. Et alors, du côté de Safran, donc un industriel, il a la culture de l'innovation, mais plutôt l'innovation protégée par du brevet. Qu'est-ce que ça vous fait de passer dans le monde où l'innovation, en tout cas dans le big data, vient de l'open source, vient de l'innovation ouverte? Comment ça est intégré ça dans votre entité recherche et technologie? Déjà, vous avez raison de mentionner que Safran se situe dans les premiers déposants de brevets, mais ce n'est pas pour autant qu'on se replie sur nous-mêmes. Safran a l'habitude de travailler en innovation avec un écosystème, avec des partenaires, que ce soit des grandes universités, des laboratoires de recherche, d'autres industriels et même avec les fournisseurs. Donc, nous sommes extrêmement ouverts à aller collaborer, cette innovation collaborative avec un bon nombre de partenaires. Côté Safran Analytics, notre directeur technique est très tourné vers l'open source. Il était encore il y a quelques temps dans la Silicon Valley pour aller faire le tour des startups locales et s'assurer qu'un certain nombre de technologies qui apparaissent là-bas peuvent être utilisées ici. Donc il est extrêmement orienté vers ces sujets-là. Les équipes techniques sont très en lien avec des startups. D'ailleurs, Safran a aussi un autre outil qui s'appelle Safran Corporate Venture qui fait le lien entre le groupe Safran et les startups. Safran Analytics utilise ce Safran Corporate Venture. Donc nous sommes vraiment très orientés vers toutes ces innovations, y compris bien sûr l'open source. En fait, Safran Analytics, c'est un peu la puissance du grand groupe avec l'agilité de la startup. Comme ça qu'il faut le voir. Alors, au niveau de la mise en œuvre justement du big data, donc on parle beaucoup en ce moment de deep learning et de framework assez puissants de machine learning. Je voulais savoir si chez Bouygues Télécom vous aviez déjà trouvé des cas d'usage de ces technos et puis aborder aussi la dimension très expérimentale du big data, puisque je suis un petit peu data scientist et je me retrouve souvent confronté à des situations où le modèle fonctionne mais ce n'était pas celui-là qu'on pensait être le meilleur. Ou bien on était très convaincu d'avoir trouvé un bon modèle et on découvre qu'un modèle plus simple fait mieux. Et du coup, comment vous gérez cette dimension vraiment exploratoire et expérimentale de projet? Je sais qu'on avait déjà échangé au préalable. Il n'y a pas vraiment de révolution dans le machine learning. C'est-à-dire qu'un statisticien va vous dire mais moi, des régressions logistiques, j'en fais depuis 30 ans, et des random forests, ça fait déjà peut-être une vingtaine d'années que ça existe. Et puis, c'est qu'un decision tree un petit peu plus complexe. Et par contre, ce qui a vraiment changé la donne, c'est le fait que maintenant, on doit avoir une structuration donc de la donnée pour être capable d'analyser donc des millions et des millions de lignes. Et parfois, il y a certains algorithmes qui vont mal se débrouiller avec ça. Quand on avait... alors, chez Bouygues Télécom, on a suffisamment d'abonnés pour avoir des études un peu plus compliquées qui vont permettre l'utilisation de réseaux de neurones, par exemple. Si on a essayé donc, sur des données non structurées que produisaient nos abonnés, qui étaient en gros les messages qui sont envoyés au service client. Donc c'est du texte. La méthode à l'ancienne qu'on avait, c'était un opérateur lisait le document, disait ça c'est un problème plutôt technique catégorie 355, et puis on n'en parlait plus. Sauf que ça prend un temps, il faut lire le mail, parfois il y a un petit peu d'animosité, ou parfois il y a des informations qui n'ont rien à voir avec le véritable problème. Et en utilisant tout bête, des réseaux de neurones qui existent donc depuis aussi une quarantaine d'années, mais appliqués à un corpus de données vraiment très très grand, on arrive à structurer cette donnée avec
je sais pas moi, une valeur qualitative de est-ce qu'on a bien répondu à la question, est-ce que c'est plutôt technique, est-ce que c'est plutôt comme ça. Donc le deep learning, on va le réserver vraiment sur des cas d'utilisation particuliers, plutôt en complément des variables classiques. On a les variables classiques, donc linéaires ou catégorielles, qui seront traitées donc par, en général, soit un modèle linéaire, régression logistique, soit un modèle non linéaire, et en général c'est le random forest qu'on choisit, puis après on fait des variations, bon, je sais pas, des descentes de gradients ou des boostings de gradients, histoire d'améliorer un peu la capacité. Vous amusez bien. On s'amuse bien. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces technologies-là sont toujours drivées par une seule chose, c'est la capacité à produire la meilleure des métriques derrière. Et ce que je trouve intéressant dans le côté machine learning, au-delà de stocker des pétaoctets de données, c'est d'avoir une mesure claire en fait de la qualité de ce qu'on produit, que ça soit effectivement une analyse explicative ou plutôt l'amélioration d'un score. Le fait d'avoir une métrique, ça permet donc d'améliorer, puisqu'on n'améliore que ce qu'on mesure. La culture scientifique est importante là-dedans pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on doit modifier pour optimiser en fait le résultat de sortie. Et finalement, tout ce qui est à l'intérieur, c'est un petit peu de la cuisine. Vous allez accorder tel type d'algorithme avec tel type de traitement parce que vous savez que ça marche bien. Quand vous faites du texte, vous faites des ensembles de mots ou vous faites du word vector, vous faites des choses comme ça parce que vous savez que ça marche. Et en tant que data scientist, ce que vous apprendrez peut-être pas en sortant d'école, c'est qu'est-ce qui marche comme traitement sur les features et qu'est-ce qui marche comme modèle par rapport aux features. Et ça, c'est vraiment la pratique. Et des fois, on a des énormes surprises. On croyait que, je ne sais pas moi, pour traiter des images, il fallait absolument des choses très très compliquées comme des réseaux de neurones. Puis finalement, peut-être que juste la couleur de l'image suffit à prédire si c'est une image naturelle ou pas naturelle. Parce qu'il y a du bleu, c'est du ciel, il y a du vert, c'est de la forêt. Donc des fois, des choses simples en fait, peuvent nous surprendre. Alors, effectivement, c'est un sujet assez complexe et en particulier pour Safran Analytics, parce que quand on peut faire du machine learning sur des données de vol d'avion, par exemple, on peut faire des modèles prédictifs, mais il y a un moment où il faut que les résultats soient interprétés par l'ingénierie et déclenchent soit des actions correctives, soit des décisions d'investissement, soit une refonte de processus. Et du coup, comment vous passez de cet aspect statistique, corrélation, signal faible, à une mise en pratique et cette analyse causale, et comment ça rentre dans le cursus de data scientist? En fait, nos data scientists travaillent de façon extrêmement étroite avec les métiers, dès le départ d'ailleurs, pour la compréhension du processus ou la compréhension du produit, la compréhension des données, la façon dont on va pouvoir les analyser. Au moment des analyses, ils font des boucles extrêmement courtes avec l'ensemble des métiers et de façon à ce que les résultats soient très rapidement pris en compte, soit dans les produits, soit dans le processus. Un data scientist chez Safran Analytics, c'est avant tout, bien sûr, quelqu'un, comme vous l'avez décrit, qui est capable d'utiliser beaucoup de méthodes statistiques, mais c'est avant tout quelqu'un qui a un très très fort intérêt pour les business, qui a très envie de comprendre comment fonctionne le produit, comment fonctionnent les processus industriels. Lorsqu'on les met dans une usine où ils vont travailler sur des sujets manufacturing, à réduire un taux de rebut par exemple, ils ne commencent pas par travailler sur des données, ils commencent par comprendre comment fonctionne l'usine et ils sont face à des gens qui eux-mêmes sont passionnés, puisque dans l'aéronautique et dans nos métiers, les gens sont extrêmement passionnés et passent un temps incroyable à expliquer ce qu'ils font, à essayer de transmettre leur passion à celui auquel ils parlent. Et ça, c'est extrêmement important que nos data scientists aient cette envie de comprendre les métiers des gens avec lesquels ils travaillent. Donc, quand je regarde l'équipe de data scientists ou l'équipe plus large de Safran Analytics, les gens sont extrêmement différents, les profils sont très variés, il y a autant en termes d'âge que d'origine, d'école ou de compétences. Ils ont tous un point commun. Tous, c'est la curiosité, c'est l'envie de découvrir les métiers, et puis c'est la bonne humeur, parce que dans une start-up de 20 personnes, il faut quand même qu'il y ait une ambiance de bonne humeur. Donc le point commun de toute l'équipe, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que du côté de Bouygues Telecom, vous avez fait aussi le choix d'avoir des data scientists en interne? Est-ce que c'est encore une question ouverte avec
une partie de gens que vous gardez qui sont des salariés Bouygues et un appel au marché pour d'autres projets. Comment vous avez placé le curseur? Donc, il y a un marché qui est pénurique sur le marché de la data science, ça c'est une certitude. On a commencé par structurer en fait le lab autour de profils plutôt PhD. Il y en a un qui vient de l'interne, un qui est plutôt sur l'externe. Et après, on a construit cette compétence en fait autour de profils forts en ramenant des gens qui étaient à mi-chemin de la donnée. Donc pour les gens qui sont on va dire en reconversion ou en changement d'orientation, c'est souvent des gens qui viennent de la data analyse, ou alors qui viennent de la stat, ou qui viennent même du développement logiciel tout court, et qui vont se retrouver à l'aise en fait dans ce genre d'environnement où finalement, par rapport à ce que vous avez dit, et c'est-à-dire l'activité au quotidien en fait, de data science, c'est effectivement beaucoup de la manipulation de données et finalement assez peu d'apprentissage. Mais par contre, l'apprentissage est capital puisque sans apprentissage, votre donnée ne sert plus à rien. Mais par rapport à la table ronde qui s'est tenue là juste avant, je tiens à préciser effectivement que le métier de data scientist, c'est souvent 90-95% de récupération de données, de compréhension avec les métiers de ce qu'est la donnée au véritable. Et puis après, il y a les 10% qui servent à la valoriser pour obtenir la prédiction. Donc du coup, finalement, nous, on a structuré d'abord avec des gens qui avaient la compétence mathématique machine learning, parce que c'était important de ne pas se tromper sur ce qu'on allait faire de la donnée. Et après, on vient héberger dans le lab des gens qui ont de l'appétence, parce qu'ils savent manipuler de la donnée. Ils savent faire des requêtes SQL. Et finalement, une fois qu'on sait faire une requête SQL, comprendre ce que c'est une régression logistique, c'est pas si compliqué que ça. Donc il y a des passerelles vers ce métier-là. D'accord. Et vous, Mathéo, quand vous conseillez une direction dans l'organisation d'un data lab, comment vous définissez la stratégie de sourcing? Est-ce que vous expliquez à vos clients il faut absolument construire une compétence interne, y compris en développement informatique, ce qui va un petit peu à rebours, j'allais dire, des grands mouvements d'externalisation des DSI du début des années 2000. Comment vous voyez ce retour de la compétence technique en DSI ou en innovation et recherche? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, je crois que, je pense, on en parlait tout à l'heure quand on parlait des technologies open source, le monde est très complexe. Donc, je pense que la valeur, au final, ça va se tirer par la valeur économique que vous arrivez à sortir de toutes ces analyses, etc. Et pour faire ça, moi, j'ai une conviction profonde que garder la compétence en interne, de savoir comment naviguer dans cet univers est fondamental. Donc, au final, la partie stratégique de quelle technologie j'utilise, est-ce que je vais visiter un Silicon Valley pour voir ce qui se passe, est-ce que je passe sur l'open source, quel modèle je mets en place, je pense qu'elle doit rester interne. Et ce qui est intéressant dans ces années, c'est que ça donne à la DSI un rôle technique qu'il n'avait pas avant. Dans la progicialisation, je ne sais pas si ça existe ces mots, mais en tout cas, une certaine partie de la technologie, standardisation d'un certain nombre d'outils, l'influence de l'offshore, etc., ont poussé un certain nombre de choses dehors. Mais il y a tout un tas qui vont rentrer dedans. Parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser tout ça, c'est très difficile d'avoir un avantage compétitif. Après, l'autre partie, c'est, je pense, les mots pénurie a résonné beaucoup de fois dans cette table ronde, dans la discussion d'avant. Donc après, il y a la réalité, ça veut dire parfois, et ce n'est pas une question de coût, mais plus une question de disponibilité, il faut aller chercher à l'extérieur des compétences, des personnes, des cabinets, des solutions, simplement parce qu'on ne les trouve pas là, pour les embaucher. Mais au final, je pense que les entreprises qui vont bien réussir par rapport à leurs compétiteurs sont celles qui gardent à l'intérieur des gens qui savent faire une cuisine interne plus performante. Alors, ce qu'on constate sur le marché, d'ailleurs, c'est une baisse du marché de l'outsourcing. Et il y a quelques exemples très très connus, précis. On va en parler ce soir dans un dîner que j'ai avec quelques DSI, de gens qui réinternalisent justement parce qu'avoir perdu les compétences, ça les empêche aujourd'hui d'aller dans le sens de l'innovation et de l'open innovation, de la création des écosystèmes. Ils disent je ne peux plus rien maîtriser, plus rien ne m'appartient, quoi. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on fait revenir des profils techniques, des compétences de développeurs dans des directions du digital ou des directions informatiques qui auparavant n'étaient pas là. La difficulté auquel on est confronté, c'est que ces filières-là ont été quelque part un petit peu taries. C'est-à-dire que les profils techniques sortis d'écoles d'ingénieurs ont eu tendance à aller dans d'autres secteurs. Et du coup, le temps que le marché se refasse et que le marché de l'emploi se réadapte, on va connaître une période de pénurie encore assez importante. Et du coup, je voulais savoir comment vous envisagez
de reprendre des gens en interne qui vont travailler sur des sujets de data science, puisque vous ne trouverez pas en sortie d'école le volume de professionnels dont vous avez besoin. Donc quel profil de formation vous mettez en place pour recréer cette compétence? Pour nous, l'essaimage est important, donc ça veut dire en gros faire venir des gens qui sont proches de la compétence, les former en interne, les garder dans le lab pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, le temps de réaliser le projet jusqu'à la production, et après de repartir dans la structure d'accueil pour aller à nouveau évangéliser. Ça, c'est en gros une stratégie long-termiste. Après, sur le court terme, donc pour ceux qui sont actifs sur les communautés Meetup, on peut être fier en France en tout cas d'avoir un groupe, je crois que c'est Paris Machine Learning qui est le 2e mondial juste derrière les États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour les jeunes diplômés et pour les autres qui ont un intérêt au machine learning à partager dans leur communauté. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont par percolation en fait maîtriser ces compétences, et même si on va dire les écoles ne sont pas encore tout à fait pas au point, mais n'ont pas inscrit dans leur programme dès la première année d'ingénieur le machine learning, on va par capillarité comme ça réussir à former. Les plateformes MOOC, c'est très important. Les plateformes de compétition de sciences, donc les Kaggle, Data Science, Topcoder et consorts, en fait, sont importantes aussi pour apprendre à éduquer la donnée avant d'aller le faire en entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. On est dans un marché où finalement, quand on lit le CV et qu'on regarde son cursus, on n'est pas sûr de pouvoir juger. Parce que déjà, ça avait été évoqué, les gens mettent tous data scientist un peu de partout. Et finalement, ce qui va prévaloir, c'est peut-être ce qu'a produit la personne, son GitHub, le fait qu'elle existe dans la communauté. Et sur Paris, ça doit être, je pars, entre 500 et 1000 personnes. Donc c'est quand même une communauté assez importante pour un marché niche, entre guillemets. Juste faire un commentaire. Je pense que autant c'est vrai qu'il y a une certaine internalisation des compétences, autant moi je pense que ce n'est pas une question de faire revenir les gens qui sont partis, mais les profils de la personne et c'est vraiment pas du tout le même. Moi je pense que le travail, moi j'ai appris un truc quand je suis arrivé en France, vous avez perçu un certain accent à la façon dont je parle, je suis ici depuis 20 ans. Mais la première chose que j'ai appris, c'est dans la partie technique, il existe une MOA qui est différente d'une MOE. Et alors, moi j'ai 44 ans, donc ces trucs sont un peu dépassés peut-être, mais il y avait quelqu'un écrit ce qu'il faut faire, l'utilisateur, après quelqu'un d'autre le traduit, après il y a un technicien qui dit « je ne comprends pas ce qu'il te dit, je ne fais rien jusqu'à quand tu me précises tout ça, etc. » C'est fini, ça c'est fini. Et après il y a l'utilisateur qui dit « mais vous m'avez livré de la merde. Voilà. Oui, mais c'est ce que vous m'avez demandé. » Ah bon, très bien. Non, donc je pense que les concepts de cette typologie des compétences techniques est mort. Donc ça, on trouve 50 personnes dans des pays à plus bas coût qui font ça mieux et qui exécutent de façon plus précise et extrêmement compétente des choses. Donc ça ne va pas revenir. Par contre, les profils d'une personne technique qui est capable d'intégrer un besoin que l'utilisateur a exprimé ou peut-être pas, qui arrive à naviguer dans des technologies qui sont moitié open source, moitié propriétaires, qui comprennent comment sortir des insights avec des données qui sont moitié corrompues, moitié pas présentes, moitié externes, et qui sait comment expliquer à quelqu'un que tout ça génère de l'argent au final, parce que dans l'entreprise, il faut quand même ça. Tout ça pour 25 000 € par an. Non, c'est ça l'avantage. Et ça vaut très cher. Donc ça, il y a un besoin, il n'y a pas suffisamment de monde, et ça, on les recherche. Mais je pense que c'est important, le shift. Je pense qu'il y a une possibilité, si je peux dire, de nobilisation de la partie technologique, qui est super intéressant. Moi, j'ai 3 enfants. Ça veut dire qu'il y a un marché du travail dans Il y a de lequel l'avenir pour eux. Ils peuvent naviguer. Mais pour ça, il faut que, il y a un passage qui ce soit un impact monétaire, si on veut être cynique, ou un impact social, si les big data sont utilisés dans des organisations publiques, ou dans la police, ou la lutte antifraude, ou l'antiterrorisme, pour toucher un mot qui est de très grande actualité. Je pense qu'il y a une possibilité pour des gens techniques qui comprennent quoi faire avec les choses qu'on a développées, qui est énorme. Et ça, c'est, par contre, un changement de vitesse. Absolument. Mais j'étais ce matin, moi, à la conférence du Syntec, donc, qui justement donnait les chiffres des conjonctures, etc., et faisait état d'effectivement cette pénurie et cette demande qui n'est non satisfaite, qu'elle adresse à travers des associations style Pascaline ou des choses comme ça. Mais le constat du président Guy Mamoumani, c'était quand même notre secteur manque d'attractivité pour les jeunes, parce qu'on a du mal à remplir les filières, en fait. Le big data est une occasion en fait pour les gens qui veulent se réaliser dans le technique sans être obligés de passer au bout de 5 ans dans une carrière managériale. J'ai l'impression qu'on peut valoriser cette expertise technique avec, on va dire, une dizaine d'années d'expérience
encore sur de l'expertise technique et de l'encadrement technique. C'est quelque chose qui avait disparu un petit peu en France, où finalement, quand vous sortez d'une école de catégorie A, on va vous dire au bout de 3 ans, tu arrêtes et tu manages. Et j'espère qu'en France, ça peut revenir en tout cas sur ce secteur-là. Dans les entreprises anglo-saxonnes, ça l'est. Culturellement, il y a des entreprises qui sont même basées en France, mais d'origine anglo-saxonne, qui sont vraiment, qui savent valoriser la technique, même à 10 ans, 15 ans d'expérience. Ces filières techniques et la datation, c'est aussi une façon d'appréhender les différents métiers de l'entreprise. Ce que j'observe dans les projets qu'on peut mener et les data scientists qui sont sur le terrain, il y a de la fierté. Il y a de la fierté à travailler sur des projets d'envergure. Il y a de la fierté à accompagner l'entrée en service d'un nouveau moteur. Ce qu'ils cherchent, c'est pas uniquement de manipuler de la donnée, c'est aussi de participer à des grands projets d'envergure dont ils sont fiers. Et c'est pour ça que cette aventure de Safran Analytics, c'est pas une aventure comme les autres, c'est réellement une aventure d'une entité d'analytics au sein d'un grand groupe avec des métiers incroyables, un terrain de jeu absolument incroyable et des gens qui me disent en permanence « Waouh, les projets sur lesquels on travaille, c'est quand même pas rien. C'est sûr qu'on leur confie des choses qui ne sont pas uniquement de la manipulation de données, ils interviennent sur le sujet complet. » Donc c'est ça qu'ils cherchent aussi, je crois. Je vous remercie. En tout cas, j'espère qu'on aura donné envie de faire de la datation.